Bonsoir Jean-Philippe Plot. Bonsoir Serge Bouchard. Vous écoutez l'émission C'est fou et au programme ce soir, le racisme, deuxième partie. Oui, et une citation de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss pour débuter, ouvrez les guillemets. Si l'être humain est respectable, c'est d'abord comme être vivant plutôt que comme seigneur et maître des autres êtres vivants, fermez les guillemets. Je crois bien que tout est dit, je n'ai rien à ajouter. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et à toutes sur... Ici, Radio-Canada. Première, c'est reparti. Alors ce soir, pour poursuivre nos réflexions sur le racisme, on aura le privilège de nous entretenir avec la professeure de philosophie à l'Université de Montréal, Rioa Chong, et la professeure de littérature à l'Université du Québec à Montréal, Martine Delvaux, au sujet du racisme épistémique et des privilèges associés à la blancheur. Oui. Puis se joindra à nous un peu plus tard à l'émission le journaliste et chroniqueur au quotidien Le Devoir, Fabien Deglise, à qui nous avons demandé quelques suggestions de livres qui illustrent bien le racisme en Amérique aujourd'hui. Oui, puis vous et moi, Serge, on continuera à réfléchir à la notion de racisme ainsi qu'à son évolution. Il sera aussi question de nazisme canadien avec une archive d'Adrien Arcan 1 an avant sa mort et d'un débat sur le racisme qui a rongé l'Assemblée nationale du Québec dans les années 60. Par ailleurs, votre éditorial de la semaine dernière intitulé « Le petit pénis de Donald Trump » a fait beaucoup réagir. La barre est haute pour celui de cette semaine, Serge. Ça s'appelle Nos plus brillants exploits. Comme dans l'hymne national. Et comme dans l'hymne national, qu'on devrait peut-être rédiger. Sur ce, voici notre adresse courriel pour nous joindre en studio. C'est fou@radio-canada.ca. On vous invite également à réagir sur les réseaux sociaux pendant l'émission en utilisant le mot-clic C'est fou et à nous visiter sur Facebook et à aimer notre page, évidemment, facebook.com/ici, c'est fou. Alors, on le disait la semaine dernière, rarement notre thème a-t-il été autant tristement d'actualité avec les élections aux États-Unis, oui, mais aussi plus près de nous avec les allégations de sévices sexuels et d'abus envers les femmes autochtones de Val-d'Or. Et c'est sans compter la polémique qui a fait rage cette semaine suite à la mise en ligne d'une bande-annonce des festivités du 375e anniversaire de Montréal, qui était une démonstration de 45 secondes d'un Montréal blanc, francophone. Serge, on revient à cette question qu'on se posait la semaine dernière. Comment tout ça est-il possible en 2016? Parce qu'il ne suffit pas de dire « je ne suis pas raciste » pour ne pas l'être. Il faut que les bottines suivent les babines, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses à commenter ici. D'abord, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a tout un fossé. Ensuite, il y a ce qui existe, une sorte de paresse intellectuelle qui fait des dommages considérables. Présenter quelque chose qui est une Montréal, ce qu'on a appelé la Montréal blanche, là. Ouais. Faut vraiment avoir une certaine paresse intellectuelle. Et la paresse intellectuelle vient ici, dans notre cas, de deux choses. Le manque de mémoire historique et le manque de sensibilité réelle sur la composition sociale et culturelle du Québec contemporain et de la ville de Montréal en particulier. C'est épouvantable comme faute, ouais. Là. Tu peux plus te reprendre après, mais il y a une sorte de... là, ici, c'est l'illustration de quelque chose qui est à la fois épistémique et systémique et une bonne vieille routine qu'il faudra un jour finir par briser. Ben justement, on en parlera aujourd'hui de racisme épistémique, mais je retiens les propos de notre collègue d'Ici Musique, Philippe Fémieux, interrogé mercredi sur les ondes de RDI. Il disait « Un comité responsable d'une fête comme ça doit s'entourer de gens qui connaissent l'histoire. » Et c'est d'ailleurs assez fascinant que personne n'ait sonné l'alarme et que ce soit rendu tout ça à l'étape finale de la diffusion sans que personne finalement ait allumé. Là. Mais Philippe Fémieux a parfaitement raison. Mais c'est conforme à l'idée générale des festivités du 350e anniversaire de Montréal. C'est-à-dire ça va être une fête. Ça va pas être une commémoration. Ouais. Oubliez la commémoration. Ça va être une fête. Bon, c'est une fête. Et là, mais
on se représente. On a oublié une partie de la communauté, tout simplement, pour l'invitation au gros party. Par ailleurs, Serge, on a fait allusion la semaine dernière au fait que Claude Lévi-Strauss réfutait en 1952 dans son livre « Race et histoire », publié dans le cadre des recherches de l'UNESCO, la thèse racialiste de Joseph Arthur de Gobineau, selon laquelle il y aurait 3 grandes races humaines, la blanche, la jaune, la noire. 19 ans plus tard, Claude Lévi-Strauss a fait un discours à cette même UNESCO, discours qui le fera passer aux yeux de plusieurs pour un raciste. Certains vont même dire qu'il est peut-être devenu sénile. J'ai retrouvé l'extrait en question qui a tant choqué à l'époque. J'avais évidemment très envie de vous entendre à ce sujet-là. Serge, on écoute d'abord. Si l'humanité ne se résigne pas à devenir la consommatrice stérile des seules valeurs qu'elle a su créer dans le passé, capable seulement de donner le jour à des ouvrages bâtards, à des inventions grossières et puériles, elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même à leur négation. Car on ne peut à la fois se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui et se maintenir différent. Pleinement réussie, la communication intégrale avec l'autre condamne à plus ou moins brève échéance l'originalité de sa et de ma création. Alors, la voix qu'on entendait était celle de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. On est ici, je le rappelle, à l'UNESCO en 1971, alors qu'il prononce une conférence qui sera éditée sous le titre « Race et culture », qui se voulait une sorte de suite à « Race et histoire ». Donc, au fond, ce qu'il disait en 52 à l'époque, 20 ans plus tôt, c'est que les échanges et le métissage sont à la base des sociétés humaines. Et ici, en 1971, il dit, en gros, que chaque culture doit pouvoir préserver sa singularité, sinon elle n'existe plus tendanciellement. C'est pas si pire que ça, Serge. Vous savez, quand vous entrez dans ces sujets qui sont pour le moment sans solution, mais où la solution est dans un processus historique à venir et toujours à faire et toujours à reconstruire, c'est très facile de s'invectiver et de se dire nationaliste, raciste, identitaire. Il y a un problème qui n'est pas résolu dans la course de l'humanité, c'est la diversité culturelle. Si tu la préserves, quel type de communication interculturelle? C'est-à-dire, il faut que tu préserves ta culture. On est bien placé ici là pour en parler. Absolument. Dans quelle mesure tu t'ouvres sur le monde et tu accueilles des éléments universels, c'est-à-dire des éléments de plusieurs autres cultures qui vont enrichir ta culture, mais à quelle limite que tu ne veux pas franchir pour perdre la tienne? Il n'y a personne qui a jamais répondu à ça. Et ça ouvre la porte, effectivement, à des réactions radicales, identitaires, qu'on observe à travers le monde aujourd'hui, en Europe, comme ici. C'est quoi sa culture? D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, ici, parle d'une identité culturelle ou d'une culture qui serait fort bien définie, qui se connaît bien, qui connaît ses limites. C'est rarement le cas, là, parce que déjà, on est en processus... C'est un modèle théorique, à la limite, là, de c'est un modèle théorique parce qu'on est en processus constant depuis des millénaires de métissage biologique, mais on est aussi en processus constant de métissage culturel. Mais on ne semble pas en avoir la théorie. On en a la pratique, puis des fois, on n'a pas la théorie, mais ça marche mal, puis très souvent, ça marche bien. En terminant, Serge, parlons sport et racisme, si vous le voulez bien, le temps de quelques secondes. Dans votre plus récent livre, Les yeux tristes de mon camion, vous déclarez à nouveau votre amour au baseball et au football, 2 sports qui se retrouvent au cœur d'un débat sur le racisme, attribuable à des noms et des logos d'équipes qui manquent de respect envers les Premières Nations, les Indiens de Cleveland, les Redskins de Washington. On pourrait évoquer aussi les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus au hockey. Il y a des gens qui y voient là du racisme, d'autres y voient plutôt là un hommage, quoique naïf. Qu'est-ce qu'en pense l'anthropologue amateur de sport? Je pense que ce n'est ni hommage ni racisme.
C'est même pas un phénomène grave, à mon avis, d'appropriation culturelle. Vous savez, dans la vie, il faut savoir choisir ses combats. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de jouer dans ce genre, de commencer à tripoter dans ce genre de vieux... C'est pas méchant, et sauf qu'on pourrait plus honorer, effectivement, c'est vrai, qu'on pourrait dire Blackhawks de Chicago, en profiter pour faire l'histoire de ce grand personnage. Ou de Blue Jacket. Qu'est Blackhawks, ou ce grand personnage historique américain qu'est Blue Jacket. Mais Serge, permettez-moi, on parlera de racisme épistémique aujourd'hui à l'émission. C'est pas une forme de racisme épistémique, ces noms-là, ces logos-là? Oui, parce que c'est comme si à Toronto, il y avait une équipe qui s'appelait, je sais pas moi, les Frenchies ou les Frogs de Toronto. Bon, pas juste parce qu'ils sont fascinés, je sais pas trop, par des Frogs, là, ou des Pea Soup de Toronto. Mais est-ce qu'on se mettrait à protester parce qu'il y a des Pea Soup à Toronto? Oui, peut-être, mais il y a d'autres combats à mener. Okay. C'est ça que je veux dire. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Maintenant, c'est sûr que ça conduit à toutes sortes de choses. Quand vous appelez les Braves d'Atlanta et que 40 000 personnes se mettent à chanter la chanson du Tomahawk, là, en tout cas, quelqu'un pourrait dire, à l'inverse de ce que je viens de dire, là, je veux dire exactement le contraire de ce que je viens de dire, mais moi, je serais en maudit. Ça, c'est l'amateur de baseball et de football là, qui parle, plutôt que l'anthropologue. Oui, c'est ça. Dans quelques instants, la professeure de philosophie Rioa Chong et la professeure de littérature des femmes à l'Université du Québec à Montréal, Martine Delvaux, nous font le plaisir de se joindre à nous. L'Antiquité grecque, dont l'Occident est si fier, a jeté les bases du racisme occidental en développant une théorie justifiant le mépris de la femme. Les anciens Grecs ont dirigé le phénomène raciste contre la femme d'abord, les barbares et les Juifs ensuite. Car l'antiféminisme est une forme distincte du racisme. Aristote prend pour acquis l'infériorité naturelle de la femme. Et il n'est pas loin d'assimiler la féminité à la barbarie, et même à la monstruosité. La femme est un sous-homme, car elle est, disent les penseurs grecs, froide et humide, tandis que l'homme est chaud et sec. Sa boîte crânienne est moins bien soudée. Elle a moins de sang dans les veines. Sa voix est moins grave que celle de l'homme. C'était un extrait de l'émission de radio intitulée « Sous le regard des sociologues » portant ce jour-là sur le thème du racisme. On était alors en 1986 et la voix qu'on entendait était celle de l'animateur Pierre Villon, ou Villon. Et cet extrait met très bien la table pour une discussion sur le racisme épistémique. C'est un nom épouvantable, ça, mais c'est-à-dire une forme de domination par le savoir et la connaissance et l'imposition d'un système d'idées qui façonne nos rapports sociaux. Nos deux premières invitées sont réunies en studio. Rioa Chong est professeure de philosophie à l'Université de Montréal et Martine Delvaux est professeure de littérature des femmes et de théorie féministe à l'Université du Québec à Montréal. Alors, bonsoir à toutes les deux. Bienvenue à C'est Fou. Bonsoir. Bonsoir à vous. On a vraiment une équipe d'étoiles. C'est une archive. On vient d'entendre une première réaction à l'archive. Je vais demander à toutes les deux, à Rioa. Il y a une vérité là qui est dure à entendre, qui est dite les Grecs, l'Antiquité. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, il est possible aussi de relire l'histoire de la philosophie occidentale. Alors, on va juste se concentrer sur la culture occidentale pour le moment. Et il y a, en effet, beaucoup de matériel qui nous permet d'inférer qu'il y a eu, à travers la pensée occidentale, des formes de justification plus ou moins conscientes d'elles-mêmes, d'ailleurs, des formes de discrimination et d'inégalité constitutive qui ont par la suite. C'est ça. Mais évidemment qu'on va y revenir, Martine Delvaux. Ben oui, on est fabriqué de ça. Parce que l'archive montre, c'est qu'on reçoit ça dans le biberon et on le reçoit tellement tôt et depuis tellement longtemps qu'on s'en rend même pas compte, en fait. On est invisible à cette discrimination systémique-là. C'est le cas de le dire. C'est le degré zéro de la philosophie qu'on nous enseigne puis dans notre formation. On commence avec les Grecs. Quoique l'idée n'est pas très connue ni répandue chez les érudits à la culture. Le fait qu'il y avait une sorte d'homosexualité mâle inscrite dans la glorification du mâle inscrite dans la philosophie. Rioa Chong, vous vous intéressez bien sûr aux idées et à la culture. Quand on parle de racisme épistémique, on en arrive, on a dit c'est un drôle de mot, parce que c'est pas un mot courant quand même, mais on évoque l'idée d'une domination
domination d'un système de connaissances. Ça peut être subtil, ça a l'air de rien dire, mais ça existe, puis c'est fort et ça a plein de conséquences dans notre société. Ah, complètement, parfaitement. Alors, quand on parle de racisme épistémique, en fait, une des dimensions extrêmement, troublantes parce qu'elle est moins comprise et une des dimensions justement les plus aggravantes des systèmes racistes, c'est le fait que même dans le système de la transmission du savoir ou dans la manière que des idées dominantes sont colportées sur la sphère publique, il existe en fait des inégalités épistémiques. Et quand on parle des inégalités épistémiques, c'est pour désigner ces formes d'inégalité qui nous expliquent pourquoi il y a telle catégorie de personnes qui ont accès à des positions d'autorité épistémique, comme par exemple qui ont accès, je sais pas moi, à des postes de recherche universitaire et d'enseignement, etc. Et pourquoi d'autres sont systématiquement discriminés et empêchés d'accéder à ces positions d'autorité épistémique. Et parfois, ce que ça veut aussi dire, les inégalités épistémiques, c'est qu'il y a carrément des interprétations du monde qui sont complètement écartées parce que elles ne concordent pas avec la manière ou les conceptions dominantes, les interprétations dominantes du monde qu'on reconduit justement non seulement à travers l'enseignement universitaire, mais aussi à travers les discours public qu'on tient au sein de la cité. Ryo Chung, si on dit que le savoir, l'éducation, la culture représentent des solutions potentiel au racisme. Comment est-ce qu'on s'en sort si ce sont là des éléments qui peuvent être aussi porteurs d'une certaine forme de racisme? Excellente question. Alors, on m'accuserait peut-être d'être une éternelle optimiste, mais en dépit du fait que là, vraiment, je veux dire, nous avons cette conversation dans des circonstances absolument tragiques à la suite de l'élection Trump aux États-Unis. On y reviendra, j'en suis certaine. Mais il y a quand même des approches de plus en plus discutées au sein des recherches universitaires, du moins, et qui, je pense, commencent à gagner du terrain sur la place publique également. Et ce sont des approches théoriques issues du féminisme, issues aussi de ce qu'on appelle les théories critiques de la race, Critical Race Studies, qui nous permettent de déconstruire justement les grands récits dominants que nous avons colportés à travers notre façon de comprendre, de lire et d'interpréter l'histoire de la civilisation occidentale. Et je pense que ces approches qui déconstruisent les angles morts justement de ces approches dominantes nous permettent ensuite peut-être de développer des pédagogies féministes et des pédagogies antiracistes. Martine Delvaux, vous enseignez également à l'université. On pourrait croire que les gens bien éduqués ne reproduisent pas les mécanismes de discrimination raciale. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et en fait, moi, je suis pas, contrairement à Rioa, je suis pas une spécialiste du racisme épistémique, mais je peux le ramener au ras des pâquerettes, si on veut. Et qu'en tant que prof, on a aussi des angles morts et on a des habitudes. On peut avoir l'habitude de mettre, en tout cas en littérature, des corpus au programme, qui sont toujours les mêmes corpus. Il y a un canon littéraire, et c'est ce canon-là qu'on va respecter. On va croire qu'il faut transmettre à nos étudiantes et à nos étudiants des grands textes, de la grande littérature dite mondiale. On reproduit dans l'organisation du baccalauréat, par exemple. Et on n'en est plus là. Il faut déconstruire cette manière même de voir les choses. Il faut que chacun et chacune d'entre nous, on interroge quels sont les textes qu'on fait lire, comment on les aborde, à qui on s'adresse. Moi, dans mes cours, c'est pas compliqué. Je suis devant une majorité d'étudiantes et blanches. Donc, je dois prendre ça en considération quand j'aborde les textes que je présente dans mes cours. Ça fait partie de mon travail pour justement contrer ce racisme systémique. Martine Delvaux, permettez-moi, Serge, vous vous intéressez et vous réfléchissez aux questions associées aux privilèges de la blancheur. Vous allez publier bientôt un texte qui sera coécrit avec Carole David qui s'intitule Blanche. Qu'est-ce que vous souhaitez particulièrement exprimer avec ce texte-là? Je pense que Carole et moi, on souhaitait, mon Dieu, en tant que femme blanche, justement en tant qu'écrivaine blanche dans la société qui est la nôtre, on voulait se mettre en jeu. C'est-à-dire qu'on voulait dire qu'il faut être prête à reconnaître ce privilège-là. Et c'est à la suite d'une table ronde qui avait été organisée où on s'est retrouvés entre femmes blanches et ça a été très... à parler de racisme? Non, à parler... C'est très général, c'était sur les femmes et la littérature. Et bon, je passe les détails de cet événement-là, mais c'est en réaction à ça parce que on a été très mal. Ça nous a beaucoup secoués, elle et moi. Et on a voulu réagir à ça et se mettre en jeu, c'est-à-dire se mettre soi-même en péril et dire comment ça se fait. Si ça avait été écrit dans le titre de la table ronde sur les femmes blanches et la littérature, on n'aurait jamais accepté d'y aller.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle d'angle mort, c'en est un. Là. C'est ça, oui. Ouais. Et c'était notre propre angle mort. Parce que, je veux dire, nous, on a été confrontés à ça. Et pourtant, on est des femmes, justement, éduquées, qui enseignons, qui écrivons, qui sommes militantes, qui sommes féministes, qui sommes antiracistes, tout ça. Et malgré tout ça, on s'est retrouvés dans cette position-là. Donc, c'est à ça qu'on voulait réagir. Rioa Chung n'a pas besoin d'être une raciste à la Donald Trump. Ça, c'est tellement facile à reconnaître. Là, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Ou il y en a un, mais en tout cas, il n'y en a pas. Pour encourager une forme de racisme épistémique, on vient de le mentionner, là. Comment ça se fait qu'on retombe toujours entre blanc, le blanc? C'est une vision du monde qui est dominante, qui est occidentale et plutôt blanche. Avant de vous laisser commenter ce que je suis en train de dire, mais Claude Lévi-Strauss s'était fait reprocher dans un colloque d'avoir dit il y a eu des Socrates africains. Les Français l'ont regardé. Les intellectuels français l'ont regardé. Tu fous, es-tu malade? Il n'y a pas eu de Socrate. Oui, il y a eu des Socrates africains. Mais ce que ça voulait dire, c'est juste une forme. Il dit la vision du monde existe aussi en Afrique, elle existe en Asie, etc. D'autres visions du monde, de systèmes de connaissances. Ah oui, tout à fait, absolument. Mais juste pour rebondir peut-être sur un des éléments de votre question, le racisme systémique, donc vous avez eu également donc une émission la semaine dernière, justement consacrée sur ce phénomène-là. Le racisme épistémique peut être aussi nourri par une communauté de personnes bien intentionnées qui, néanmoins, parce que le racisme est à bien des égards un effet de système, où des individus participent sans avoir nécessairement des velléités délibérées et explicites de reproduire ces systèmes de racisme épistémique. Mais c'est ça le problème, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut comprendre de l'analyse. C'est la prise de conscience d'abord qui est importante. Absolument, ça c'est fondamental. J'écoutais... J'écoutais une entrevue de Toni Morrison après la remise du prix Nobel, donc 1995 à peu près. Elle parlait à Charlie Rose et Charlie Rose lui dit... Mais il dit, est-ce que vous, Toni Morrison, maintenant que vous êtes cette grande écrivaine reconnue, est-ce que vous souffrez encore de racisme? Et elle l'a regardé, elle lui a dit, mais vous, ça vous fait quoi? La vraie réponse, c'est vous. Vous pensez quoi de ça? Les Blancs ont un problème, ont un sérieux problème. Laissez-moi à l'extérieur de l'équation. Réglez votre problème. Et Toni Morrison, elle est brillante. Elle le renvoie à Charlie Rose comme ça, et elle a absolument raison, à mon avis, de le présenter de cette façon-là. J'ai le même exemple dans une entrevue avec c'est Morgan Freeman, je pense, une très récente, où l'animateur de ABC lui dit « Vous êtes noir et qu'est-ce que vous en pensez? » Je sais pas, je résume évidemment, je caricature. Puis Morgan Freeman a regardé, c'est vous qui dites que je suis noir. C'est ça, exact. C'est pas mon problème, c'est vous là, qui êtes en face de moi. C'est ça. Mais c'est très vrai, mais il y a l'individu et le système. Le système il est très lourd, il est très grave, il est incrusté dans la culture, il est dur. Puis les gens se demandent toujours, mais comment ça fait que c'est encore comme ça? Comment ça se fait que, je sais pas, moi, dans les médias, par exemple, il n'y a pas de représentativité. C'est un effet de système. C'est un effet de système. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de méchant derrière qui joue. On a l'impression qu'on n'est pas capable de briser le système. Mais on parle parfois, pardonnez-moi, même de féminisme blanc, de féminisme qui pourrait être d'une certaine façon raciste. Est-ce que vous pensez, Rioa Chung, que le mouvement féministe devrait prendre davantage en considération les enjeux des femmes autochtones? Puisque les femmes sont les premiers sujets du racisme. Absolument, ça aussi c'est vrai. C'est très genré, le racisme aussi. C'est un sujet délicat, me semble-t-il. C'est un sujet délicat, mais je veux dire, oui, c'est un sujet absolument délicat, sensible et explosif. Puis on a malheureusement eu l'occasion d'y goûter pendant le débat, la crise sur la charte et tout. Et puis, je pense que, encore une fois, pour essayer de tirer des leçons positives de cette crise qui nous a tous profondément affectés ici au Québec, je pense que ça a quand même, ça a donné le coup d'envoi à une réflexion qui a mis de l'avant l'importance, en effet, de prendre en considération des perspectives intersectionnelles du féminisme, c'est-à-dire la capacité de relire, de revoir certains canons dominants aussi d'un certain type de féminisme qui a été longtemps dominant, pour être en mesure, justement, de poser un regard critique qui permet justement d'avoir une analyse un peu plus complexe de la ramification, de l'entrelacement, de l'intersection justement des discriminations racialisées et des discriminations genrées. Et ça, je pense que c'est un point de non-retour, à mon avis. Oui, et dans cette perspective-là, pour rebondir sur ce que Rioa vient de dire, moi je reçois, on en parlait avant l'émission, je reçois comme plein de féministes un certain nombre de messages de haine dans ma vie. Et les plus douloureux pour moi viennent de femmes blanches qui me reprochent
un féminisme intersectionnel. Ah, ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est le pire. C'est pire que le masculiniste, c'est pire que l'antiféministe, c'est pire que le niaiseux qui drague maladroitement. Ça, et ces femmes-là, et j'en reçois, et j'ai été salie sur des murs. Enfin, c'est vraiment... Ce féminisme blanc anti-intersectionnel est important. Et je pense qu'il faut le dénoncer. Rio Hachong, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Martine Delvaux, professeur de littérature des femmes et de théorie féministe à l'Université du Québec à Montréal. Merci au nom des auditeurs et des auditrices de C'est Fou pour cette discussion qui aurait pu se prolonger pendant 1h30 et 2 heures. Et probablement qu'on va revenir sur le sujet puisque on a seulement entrouvert la porte. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. L'émission C'est Fou est sur Facebook. Facebook.com/Ici C'est Fou. Aimez-nous. There is but one high culture for the whole West, the whole Occident. We all partake of it, expressing it, one in his tongue, according to your local uses and usages, but there is only one high culture for the whole Occident. And to do what they are doing now with those crazy inquiries is just to divide us still more. There is one high culture civilization for the West. Alors, on était plongé ici en 1966, plus précisément le 10 novembre, donc il y a presque 40 ans, jour pour jour, alors que celui qui se faisait appeler le Führer canadien, Adrien Arcan, prononçait l'un de ses derniers discours politiques à vie, lui qui allait mourir l'année suivante. En résumé, Arcan disait ici qu'il y a une culture supérieure en Occident. Adrien Arcan, même s'il a fait beaucoup d'enflures au sujet de sa popularité à l'époque, il en demeure pas moins que ce mouvement-là a bel et bien existé ici. Nous ne sommes donc pas une société qui a été épargné par ces idées-là. Serge, je fais appel à votre mémoire. Quelle résonance avait Arcan et son discours à l'époque? En 66, vous aviez 19 ans. Il était à la fin, disons, de sa vie politique. Je dois vous avouer que je n'en ai aucune mémoire d'Adrien Arcan. À la fin de sa vie, il n'y avait plus aucune... C'est une sorte d'artefact. Là. Je pense pas que j'avais aucune espèce d'importance dans la société québécoise. Mais ça vous donne une indication que déjà, c'est quelque chose de considérable de considérer qu'il y a eu un parti nazi canadien, et notamment canadien-français. Mais il n'était pas important. Il y a eu des fidèles, peut-être 2000, peut-être 4000. Lui parlait de 80 000 membres au plus fort de sa popularité, mais des historiens comme Jean-François Nadeau vont dire, Jean-François Nadeau dit pas plus que 2-3 000. Puis probablement que Jean-François Nadeau a parfaitement raison. Mais déjà 2-3 000, zouf, ça fait une petite troupe. Vous savez, c'est ça le problème. À un moment donné, on a trop de tolérance envers la bêtise. C'est-à-dire, on laisse aller la bêtise, puis tu te dis, c'est pas important. Mais à un moment donné, le discours d'Adrien Arcan, le discours d'un nazi, le discours d'un suprémaciste blanc, un discours, tu sais, quand le gars commence à dire la grandeur de Charlemagne, là, tu sais que tu es en collision frontale. Laisse-moi le tranquille avec Charlemagne. Puis là, tu peux plus commencer à dire, tu as droit à ton idée, on a droit à mon idée, j'ai mon idée, puis on a nos idées. Spontanément, ça me fait penser à ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux cette semaine lors d'une conférence de Richard Spencer, nationaliste américain dont les positions racistes sont très bien connues, qui a donc des partisans qui ont effectué le salut nazi. Et on a parlé de vice hideux de l'humanité. Il va se retrouver des gens à faire le salut nazi. Bon, mais maintenant, va-tu aller discuter avec un nazi s'il doit saluer ou pas? Mais si le discours n'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais ils sont là. Adrien Arcan était là. Il y a des gens... Bon, d'avoir cru qu'à l'époque, en 1900, je sais pas quoi, tranquille, que Hitler était un bon homme d'État parce qu'il était domestiquement faisait rouler les choses en Allemagne. Bon, tu peux toujours te tromper dans la lecture politique, mais en 1945, tu sais exactement ce qui s'est passé. Oui. Tu peux pas commencer à dire, là, je m'ennuie. Tu sais, en 47, tu peux pas dire, je m'ennuie des chemises noires, là. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Le statut de la bêtise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le statut de l'ignorance, de la bêtise, de la méchanceté, de la haine. Parce que c'est là-dedans qu'on est, là. Quand tu fais le salut nazi, c'est parce que t'es pas de bonne humeur. Puis t'haïs du monde.
Puis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. C'est la grande question avec laquelle on se trouve confronté dans pour ces répondre à votre situations-là. question, Adrien Arcand, je ne l'ai pas connu. Ouais. On s'en doutait. En fouillant dans les archives de Radio-Canada cette semaine, Serge, je suis tombé sur un débat qui a fait couler beaucoup d'encre à la fin des années 60 au Québec. Débat concernant notre thème de ce soir. Voici de quoi il était question. Le débat sur le racisme à la Chambre à Québec s'est amorcé. Un long débat, un débat assez pénible qui s'inscrit dans le cours du débat plus large sur l'administration de la justice. Ce débat, un débat sur ce point précisément, s'est amorcé en Chambre. Et hier, durant une sortie, si on veut, de l'ancien ministre Claude Wagner, qui citait un journal anglais, il le citait en anglais, à ce moment-là, il y a 2 députés de l'Union nationale qui ont dit, ça se dit comment en juif et peut-être en allemand. En tout cas, M. Wagner s'est senti visé. Alors, des propos de la sorte en Chambre, c'est quand même pas rien. Ils ont été prononcés à l'époque par 2 ministres de l'Union nationale, Gabriel Loubier, ministre des Pêches et de la Jeunesse, et Jean-Noël Tremblay, ministre des Affaires culturelles. C'est quand même une pas pire déclaration de la part d'un ministre des Affaires culturelles, mais au-delà de ça, il faut comprendre que ces propos racistes-là ont été tenus dans un débat sur le racisme. Et quelle a été la défense de ces messieurs-là? Vous demandez-vous? Ils ont dit qu'ils avaient simplement fait une blague. Or, l'humour est affaire de contexte, évidemment. Ici, c'était assurément inapproprié, puis ça me fait penser à Henri Bergson, qui disait qu'on peut rire de ce que les gens font, non pas de ce que les gens sont. Oui. Moi, je me rappelle pas de cet épisode-là que vous mentionnez, le débat. Sur le racisme. C'est une mauvaise blague. Ouais. Mais quand à mauvaise blague, c'est dans les habitudes de parler des gens. Ça, c'est plus difficile. Jean-Noël Tremblay, de mémoire, là, il fait partie d'un univers... il y a un univers canadien-français qui s'est toujours méfié des Juifs. C'est un terreau fertile. Ouais. Dans notre société ancienne ici, comme dans les autres sociétés européennes. Donc, tu peux pas faire une farce comme ça là, à l'Assemblée nationale. Même, quand même, vous me diriez que c'est en 40. Ou qu'il y a de l'immunité parlementaire. Tu peux pas faire une farce comme ça. Donc, c'est probablement pas une farce. Serge, quand je vous dis que ce débat-là a fait beaucoup jasé à la fin des années 60, c'était sans compter sur la réplique qu'allait donner 3 semaines plus tard le premier ministre de l'époque, Daniel Johnson, chef de l'Union nationale. Voici sa réponse telle que rapportée par le journaliste Benoît Gagnon. Le premier ministre a bondi de son siège. C'est encore là un moyen destiné à soulever la question de racisme, a-t-il lancé. Avant de poursuivre, si le député de Verdun s'est senti attaqué, qu'il se lève et qu'il dise donc qu'il n'a pas honte de ses origines, comme le fait chacun de nous. Alors, des propos de la sorte qui font un amalgame entre nom de famille et une origine ethnique, disons, incluant toutes sortes de sous-entendus liés au passé. Évidemment, ça nous semble imaginable en 2016, mais je sais que c'est toujours un exercice périlleux, mais si on tente de se projeter à l'époque, c'est assez difficile d'imaginer que c'était aussi acceptable parce qu'on parle d'un premier ministre du Québec quand même, et ce, 20 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle la discrimination sur la race était proscrite. Je sais que vous allez me dire que c'est une déclaration universelle, mais quand même, un premier ministre se doit de... Écoutez, nous vivons dans une société où on dit qu'on aime la planète et qu'on veut la sauver, puis on est en train de la détruire. Alors, à l'époque, quand même, je dirais, on aime tout le monde, on s'aime tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça... Mais imaginez le premier ministre qui dit, s'il est fier de ses origines, qu'il se lève en chambre. Mais déjà, le concept de déclaration d'origine est extraordinairement raciste. Là, oui, je peux toujours te dire, moi, je suis... je m'appelle un tel, puis je viens de telle place. On est en train de jaser, ça se dit, ça. Mais d'avoir une pression et de se regarder avec des feux dans les yeux et dire, dis-le que tu es ça, ou que tu es pas ça, ou d'où tu viens. Dis-moi-le d'où tu viens. Mais c'est Daniel Johnson, là, c'est ça qu'il est en train de faire. Le tout dans un débat sur le racisme. C'est ça, parce qu'il y aurait des origines qu'on veut pas avouer, l'aveu de l'origine. Sur ça, si vous avez envie de prolonger la réflexion avec nous sur le sujet, c'est très simple. Facebook.com/ici, c'est fou. Vous écoutez l'émission C'est fou sur Ici Radio-Canada, première. Pour les Noirs américains, c'est en pratique la complicité entre pays racistes qui maintient l'oppression du Noir, chez eux comme partout ailleurs dans le monde.
se faire arrêter à New York, se faire intimider dans le Sud, se faire priver de tous ses droits en Rhodésie ou en Afrique du Sud, tout cela sont des conditions du noir imposées par la même suprématie des Blancs dans tout l'Occident et dans les anciennes colonies. Alors, c'était un extrait de l'émission Caméra 66 portant sur le Black Power et illustrant le racisme envers les Noirs aux États-Unis. Et ici, à l'émission Assez Fou, on a eu envie de vous offrir, chers auditeurs, quelques pistes pour poursuivre la réflexion sur le racisme. Et c'est au journaliste Fabien Deglise qu'on a demandé de le faire, lui qui a signé récemment la série États écrits d'Amérique dans les pages du quotidien Le Devoir. Bonsoir Fabien, bienvenue à Assez Fou. Bonsoir. La série États écrits d'Amérique évoquait des romans, des essais, des BD aussi qui trace un portrait de la vie de nos voisins du Sud. Ce soir, vous nous présentez 3 livres récents qui illustrent bien le racisme actuellement là-bas. Oui, le premier, qui est probablement le plus percutant, c'est celui qui a été écrit par le journaliste de Atlantic, spécialiste des violences raciales, Ta-Nehisi Coates. Ça s'appelle Une colère noire. C'est une lettre qu'il a écrite à son fils de 15 ans dans la foulée des émeutes qu'il y a eu à Baltimore et dans d'autres villes américaines qui elles-mêmes suivaient l'acquittement de policiers qui avaient été impliqués dans des bavures policières touchant les Noirs, faisant des victimes dans la communauté afro-américaine. Et donc, il écrit cette lettre à son fils pour lui expliquer quelle est la condition de l'Afro-Américain aujourd'hui aux États-Unis et surtout d'essayer de l'inscrire dans sa perspective historique. Il explique, entre autres, cette chose-là qui est assez troublante quand on est blanc, finalement. C'est la surconscience qu'on a d'avoir de son corps. Donc, un Noir a toujours conscience de son corps parce que il est défini par son corps en permanence. C'est son corps qui a été volé. Il écrit par les Blancs au début, au début de la guerre des sécessions. C'est son corps qui a construit l'Amérique économique. C'est là-dessus qu'on a fait le coton, qu'on a fait l'or, qu'on a fait qu'on a construit la richesse. Et donc, il explique que tout ce qui fonde l'histoire de ce pays contredit ce que le noir est. Donc, il est constamment en train d'être ce rapport au corps-là, parce qu'on peut lui enlever à tout moment. Ce corps l'identifie, le discrimine. On peut lui enlever. Il peut être victime de violence. Il peut être victime d'abus physiques aussi. Et donc, c'est cette partie-là de ce livre-là qui rend, en fait, cette lettre à son fils percutante. Il lui dit, entre autres, de ne jamais oublier que les Noirs aux États-Unis ont été beaucoup plus esclaves dans ce pays, dans la durée, que hommes libres. Et donc, c'est pour ça que ça avait beaucoup fonctionné. Le bouquin, dans sa traduction, est sorti en 2015. Et ça a vraiment été un coup de poing parce que c'était mettre des mots sur des conditions qu'on ressentait à ce moment-là dans la population. Ensuite, vous avez le deuxième, Une vie en mouvement, de Misty Copeland. Misty Copeland, on en a très peu parlé, mais on l'a qualifiée aux États-Unis de la Barack Obama de la danse classique. C'est la première afro-américaine à être devenue en 2007 la soliste de l'American Ballet Theatre, qui est l'équivalent des grands ballets canadiens, on va dire. Première danseuse en 2015. Donc, on l'a présentée comme quelqu'un qui a brisé un plafond de verre. Et en même temps, Misty Copeland, qui raconte dans sa biographie Une vie en mouvement, a jamais eu conscience de sa différence. Parce que elle écrit très naïvement d'ailleurs. Elle a été élevée dans l'Amérique des années 80, une famille dysfonctionnelle. Elle est née dans le Missouri. Sa mère se sépare très jeune de son mari, s'en va en Californie. Et là, elle est dans un milieu très diversifié. Elle-même est d'origine croisée, on va dire, un peu afro-américaine, italienne. Autour d'elle, les nouveaux maris de sa mère sont des fois moitié hawaïens, coréens, philippins, portugais. Donc, elle est vraiment dans un melting pot, pour reprendre d'ailleurs l'analogie du bol de Skittles, qui avait la mauvaise analogie qui avait été faite par le fils de Donald Trump. Elle ne peut pas prendre conscience de sa différence parce que quand on est le Skittle jaune dans un bol avec des rouges, des verts, on n'a pas conscience de sa diversité tant que ça. On n'a pas conscience de son unicité. On a plutôt conscience de faire partie d'un tout assez diversifié. Nous sommes tous des Skittles. Exactement, et assez fonctionnel. Donc, c'est un bon titre de livre, ça. Ça, c'est un beau titre de livre. Elle raconte tout ça et elle prend conscience, en fait, du racisme dont elle est victime quand elle essaye de gravir les échelons dans le milieu de la danse classique, qui est un milieu très, très conservateur, très blanc. Elle en prend conscience par d'autres, en fait. Quand elle est refusée une première fois dans les années 80, au début 90, c'est un troupe de ballet de New York qui la refuse.
Et là, il y a une femme autour d'elle qui l'aide à avancer dans son projet de devenir une grande danseuse, qui prend la lettre de rejet et qui dit, t'as été refusée parce que tu es noire. Et elle comprend pas à ce moment-là qu'elle est noire. Alors, elle écrit d'ailleurs, aux yeux du monde, j'étais différente, mais je me sentais telle que j'avais toujours été une danseuse qui essayait de faire le mieux possible ce qu'elle aime. Et dans aussi le bouquin de Une colère noire, on voit aussi que l'humanité a les mêmes aspirations, peu importe la couleur, et que ces gens-là ont à peu près les mêmes aspirations que tout le monde. Et puis surtout, c'est une sorte de regard construit dans un miroir, puis d'un jeu de miroir qui fait que finalement... Écoute, je suis noir, moi. Mais je savais pas. Magnifique illustration, ça. Et ça, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui te le dit. Donc, on rappelle le titre « Une vie en mouvement » de Misty Copeland et une troisième suggestion de lecture pour poursuivre cette réflexion-là sur le racisme, Fabien Deglise. Le troisième parle pas de corps, mais parle, lui, de la communauté. C'est la biographie qui a été écrite par le comédien américain Wendell Pierce, qui est connu pour avoir joué dans la série The Wire. C'était l'inspecteur Bunk Mordant. Lui, il vient de la Nouvelle-Orléans. Il a été élevé dans cette première banlieue de la classe moyenne noire qui a été construite dans la Nouvelle-Orléans après la Deuxième Guerre mondiale. Et il retourne là après Katrina, la catastrophe de Katrina, en 2005 pour interpréter le rôle de Vladimir dans En attendant Godot, qui était donc une pièce jouée pour les victimes de Katrina. Et là, quand il se retrouve à jouer Godot devant tous ces gens-là, il se dit, mais c'est quand même incroyable. Cette pièce-là parle du désespoir et de comment y faire face. Là, je suis dans une situation désespérante. Et il se dit, à cet endroit, en ce moment, l'humanité, il reprend les paroles de Vladimir dans la pièce de Beckett, il dit, à cet endroit, à ce moment, l'humanité, c'est nous, que ça nous plaise ou non, profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Et cette phrase-là a déclenché une transformation radicale dans sa vie. Il vivait aux États-Unis, en Californie, il travaillait beaucoup au cinéma, à la télévision, il faisait du théâtre. Et il a dit, je vais retourner dans cette ville-là et je vais contribuer à la reconstruction, pas juste physique de la Nouvelle-Orléans, de ce quartier-là, mais aussi de la reconstruction culturelle. Parce que pour lui, ce qu'il dit, c'est que la condition des Noirs aux États-Unis repose beaucoup sur l'absence d'éducation, autant d'un bord comme de l'autre d'ailleurs. C'est le blanc qui est sous-éduqué par rapport à l'appréhension pour appréhender la différence et le noir aussi est sous-éduqué pour pouvoir appréhender le contexte social et le rehaussement social. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que le labeur, l'autodiscipline et l'éducation vont avoir le pouvoir un jour de faire s'affranchir les Noirs de la pauvreté, du dénuement du sud des États-Unis, ainsi que des lois racistes. Là, il parle bien donc de l'espoir réside dans l'éducation, la reconstruction culturelle, la création culturelle, et pour briser tous les modèles, mais l'ignorance des Blancs versus l'incapacité de sortir de sa propre image des Noirs, ça fait un mélange explosif, là. C'est le mélange explosif et c'est d'ailleurs le mélange explosif qui a révélé les élections américaines. Exactement. Parce que c'est l'Amérique rurale qui a voté principalement pour Donald Trump. Et d'ailleurs, Wendell Pierce, dans son bouquin, écrit quelque chose de magnifique. Il rappelle que ses parents lui disaient « Les choses vont aller en s'améliorant et les gens vont changer. Mais n'oubliez jamais que cette facette hideuse de la nature humaine ne disparaîtra jamais. Il faut s'en protéger tout en faisant de son mieux pour évoluer, vous et le reste de la société, afin de vous en éloigner le plus possible. » Fait que lui, ce qu'il dit, c'est que le racisme est toujours là aussi, présent là en permanence, et que l'humanité a le devoir, par l'éducation, par la curiosité, par l'information, de se tenir loin de ce mal qui est à l'intérieur, en fin de compte, de tout le monde. Et qui peut être révélé un peu n'importe quand. N'importe quand et par l'expression bien choisie, la facette hideuse qui est en nous. J'aime beaucoup, beaucoup l'expression, parce que se méfier de ce microbe maudit qui peut nous rendre malades. Alors, on rappelle le titre de vos 3 suggestions de livres, des livres qui illustrent bien le racisme en Amérique aujourd'hui. Fabien Deglise, donc Une colère noire, Une vie en mouvement et Le vent dans les roseaux. Fabien, vous êtes journaliste et chroniqueur au journal Le Devoir. Vous êtes aussi l'idéateur de la série Les États écrits d'Amérique, qu'on peut retrouver facilement en ligne d'ailleurs. Oui, très chouette série. Merci beaucoup pour ces suggestions-là et à une très prochaine, au micro de C'est Fou. Merci. Au revoir. Merci. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Nos plus brillants exploits.
En 2015, Stephen Harper, dans une de ses tentatives pathétiques pour inventer la fausse histoire d'un pays en mal de gloire, tenait à nous faire célébrer le 200e anniversaire de naissance de John A. Macdonald. Voilà un geste malheureux, une insulte à l'intelligence, je dirais même un faux pas. S'il existe un personnage indigne dans l'histoire du Canada, c'est bien cet avocat corrompu, ce politicien raciste qui fut la honte de ses contemporains, un homme sans compassion et sans principe, un voyou en cravate qui eût été sanctionné en des temps moins laxistes. Nous sommes loin des Abraham Lincoln de ce monde, loin des vues politiciennes élevées et des idées éclairées. La Confédération canadienne de 1867 fut au contraire le fait d'une assemblée de développeurs véreux qui cherchaient fortune dans des échafaudages de complots immobiliers et de fraudes économiques réalisées à une échelle qui dépasse l'imagination. Mais le pire des héritages de John A. Macdonald, c'est le racisme. La répression des Métis, des Cris, des Sauteux Ojibwés et des Assiniboines dans le nord-ouest en 1885, la pendaison de Louis Riel et des rebelles Cris, la loi sur les Indiens, les traités frauduleux non respectés, les réserves indiennes, les politiques pour éradiquer l'indianité, faire mourir les langues et les nations, les mémoires et les cultures amérindiennes, la loi pour empêcher les Chinois et les Noirs de voter aux élections, l'affirmation explicite de la supériorité de la race aryenne au Canada, le sentiment anti-francophone, la promotion des idéologies radicales des orangistes. Les biographes font dans la géographie quand il s'agit de sauver la face de ce personnage odieux. On l'excuse en disant qu'il épousait les idées de son époque, mais cela ne tient pas la route. Au temps de John A. Macdonald, il y avait des gens honnêtes, des grands humanistes, des Noirs qui luttaient pour la liberté et l'égalité, des Amérindiens qui dénonçaient l'injustice des traités, des femmes qui militaient pour le droit des femmes, des libres penseurs qui s'insurgeaient contre les abus de pouvoir, des visionnaires qui voyaient dans le métissage biologique et culturel l'avenir de l'humanité. Il y avait même des alcooliques sympathiques, ce qui n'était pas le cas de Sir John. Difficile en effet de glorifier un malotru qui vociférait sa haine raciale en public lorsqu'il avait trop bu, ce qui arrivait très souvent. D'ailleurs, avait-il toute sa tête, notre éminent premier ministre, lorsqu'il déclara en pleine chambre des communes qu'il n'était pas sain que les races aryennes se fusionnent aux autres, tout comme le croisement d'un chien et d'un renard n'est pas réalisable. C'est à ce raciste méprisable qu'on veut donner le titre de père du Canada moderne. John A. Macdonald détestait tous les métis de ce monde. Il souhaitait les voir disparaître de la surface de la terre au profit de bons colons blancs, protestants et anglophones. Pour fêter les 150 ans de la Confédération, allons-nous célébrer des personnages comme Pia Pot, Gros Ours, Esprit Errant et Poundmaker? Allons-nous faire honneur à Gabriel Dumont, à Marianne Gaboury, à Tana Delture, François Beaulieu, James Douglas, Pierre Bonga et David Thompson? Et quelle place allons-nous faire aux Siksèquois, aux Assiniboines, aux Cris, aux Kootenais, aux Dennais du Nord, aux Chinois, aux Algonquins, qui ne furent pas invités aux cérémonies du Canadien Pacifique lors de l'ouverture de la voie ferrée transcanadienne, lors même qu'ils avaient tant contribué de leur vie à le construire. Jamais nous ne nous débarrasserons de ces démons si, plutôt que de les confronter, nous persistons à nous mentir à propos de l'épopée de nos plus grands exploits. Jamais nous ne nous débarrasserons de nos démons si, au lieu d'enseigner à nos enfants les tragédies causées par le racisme, nous persistons à célébrer la mémoire de ceux qui l'ont ouvertement prôné. Suivez nos animateurs sur Twitter, twitter.com/JPPlo et twitter.com/mammouth-laineux. Peine de mort pour tous les terroristes,
Faudrait une politique qui, bien sûr, intégrerait le rééquilibrage du nombre des étrangers dans notre pays, le contrôle sévère de nos frontières, l'expulsion impitoyable des clandestins, des délinquants et le retour vers leur pays des chômeurs et plus généralement de ceux qui, dans ce pays, prennent, qu'on le veuille ou non, la place des 3 millions de chômeurs français. Aux armes, citoyens! Alors, c'était un extrait du téléjournal de Radio-Canada datant du 22 septembre 1986. Vous aurez sans doute reconnu la voix et le style qui caractérisaient Jean-Marie Le Pen, alors président du Front national, et 2 ans à peine avant l'élection présidentielle de 1988, au cours de laquelle il allait récolter 14 % des votes exprimés, et ce, malgré le fait que les sondages lui donnaient davantage, plutôt entre 6 et 10 % des votes, comme quoi il semblerait que les sondeurs n'en arrachent pas, Serge, que depuis quelques semaines. On parle d'une élection donc qui date d'il y a plus de 30 ans déjà. Cela étant dit, le discours de Marine Le Pen a un vernis de rectitude politique que n'avait pas celui de son père, mais le fond, le contenu est similaire pas mal. Dans quelques mois, à ce micro, si Serge, est-ce qu'on se désolera, vous et moi, de voir, après Donald Trump, Marine Le Pen être élue à la tête de la France? Mais j'en sais rien parce que j'ai pas de boule de cristal, mais je voudrais noter ceci, c'est que ce que vous venez d'entendre, on l'entendra aujourd'hui. C'est la même phrase. On vient de l'entendre, c'est fascinant. Mettez-la en 2016. Ouais. Il y aurait peut-être 2-3 couches de vernis par-dessus. Oui, mais non, parce qu'on dévernit maintenant. On a l'autorité de dévernir, d'enlever les vernis puis de dire, regarde, je vais te dire les choses comme elles sont. Ouais, les langues sont dénouées et les esprits décomplexés. Peut-être plus, en tout cas, qu'il y a un an ou 2. D'une part, ça change pas. Là, on est rendu, c'est 30 ans plus tard, puis tout ça, on est encore confronté à ça. Et c'est triste parce que c'est un discours qui est paniquant. C'est la même technique que Donald Trump, c'est de dire la France est finie. Ouais. Parce qu'à cause des étrangers. Il y a derrière une idéologie qui dit que tout le monde veut s'en venir chez nous. Ouais. Mais ça vaut pour l'Amérique, ça vaut pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas quand on regarde les chiffres. Et puis, en plus de ça, il y a un double péché pour l'Europe. Parce que beaucoup de ces pays ont utilisé de la main-d'œuvre qu'ils n'ont plus voulu par la suite, une fois après l'avoir utilisée. Mais ce ne sont pas les chiffres faramineux qu'on nous dit. En général, un être humain veut rester chez lui. Serge, sur ces mots, la semaine prochaine, dès maintenant, on ferme les 2 chapitres de ce livre sur le racisme qu'on vient d'écrire. Et la semaine prochaine, on va se consacrer à un autre thème, à un tout autre thème, en fait, le temps. On le fera avec qui? C'est triste qu'on quitte le racisme parce qu'il y en avait encore bien long à dire, vous savez. Oui. Mais la semaine prochaine, ça va le temps avec le sociologue Daniel Mercure, qui s'est beaucoup intéressé aux temporalités, et avec notre collaboratrice, la professeure de philosophie au cégep de Granby, Joëlle Tremblay. Oui, pour rattraper ou réécouter nos émissions, c'est très simple. Il y a notre balado-diffusion à laquelle vous pouvez vous abonner. Autrement, visiter le site Internet de notre émission et consulter l'audiofile à l'adresse suivante. ici.radio-canada.ca/c'est fou. Oui, pour nous écrire par courriel, voici notre adresse c'est-fou@radio-canada.ca. On est également sur Facebook, facebook.com/ici c'est fou. Merci à Mathieu Fournier à la recherche. Merci également à Sophie-Hélène Gibson aux archives. Cette semaine, c'était Chantal Benoît à la technique et à la prise de son. Merci également à nos invités, les professeurs Rioa Chong et Martine Delvaux, ainsi que le journaliste Fabien Deglise. Les dimestres de cette émission est Mathieu Arsenault. Je m'appelle Jean-Philippe Plot. Serge Bouchard, merci beaucoup. Serge, j'ai une question en terminant. Mon 3e enfant, Émilien, qui a 14 mois, est, je dirais, un puissant vecteur d'accélération de temps. Depuis qu'il est là, je ne vois plus le temps passer. Est-ce que vous avez une solution, docteur? Pas du tout. Je vous informe que ça va s'aggraver. Avec le temps. Non, dites-moi pas ça, Serge. Avec le temps, tout s'aggrave. Dans quelques instants, c'est la retransmission radio de l'émission de télévision Tout le monde en parle. Sur ça, on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute d'ici Radio-Canada Première. À dimanche prochain.